D'accord, décortiquons ça ensemble aujourd'hui. C'est fou, mais pourquoi est-ce que les personnes qui ont déjà les bureaux les plus impeccables, les plannings les plus millimétrés, sont souvent les premières à dévorer de nouvelles méthodes d'organisation? C'est un vrai paradoxe, ouais. On a toujours tendance à imaginer que les systèmes pour structurer nos journées, c'est fait pour ceux qui sont complètement perdus. Genre ceux qui ont une boîte mail qui déborde de messages non lus depuis 3 ans. Exactement. Mais ce qui est fascinant dans cette continuité de notre exploration aujourd'hui, c'est qu'on réalise que l'organisation ultime n'a rien à voir avec le simple classement de dossiers. C'est en fait une question de survie biologique et mentale. C'est un point de départ assez radical quand même. Absolument. Si on observe la fonction même de notre cerveau face à nos obligations, on remarque très vite ses limites. L'esprit humain, c'est une machine extraordinaire, conçue par l'évolution pour imaginer, pour créer des concepts. Ouais, pour relier des idées entre elles. Voilà, c'est ça. Par contre, il est physiologiquement incapable de stocker des informations de manière fiable ou de gérer plein de tâches en même temps. Le cortex préfrontal, qui gère notre mémoire de travail, il sature à une vitesse folle. Donc, ce que montrent ces notes qu'on examine aujourd'hui, c'est que définir des buts précis, c'est pas juste pour faire joli sur un carnet. C'est un mécanisme de libération d'énergie, tout simplement. Le cerveau ne peut pas donner sa pleine mesure s'il est parasité par le brouhaha des petites urgences non traitées. J'aime bien cette idée, parce que j'ai l'impression qu'on confond souvent l'outil et le résultat. C'est très fréquent, oui. On a tendance à penser que gagner en productivité, c'est réussir à faire 60 choses dans sa journée au lieu de 30. C'est l'obsession de la machine, quoi. Alors que l'approche ici est totalement différente. Le fait de libérer son esprit des tâches triviales, comme trier des emails en retard ou penser à racheter du dentifrice, C'est intimement lié à nos ambitions les plus profondes. C'est un peu comme nettoyer les vitres de sa maison. On passe pas des heures à frotter le verre juste pour le plaisir d'admirer la vitre. ce serait absurde. Complètement. On le fait pour enfin voir le paysage extérieur avec clarté. La vitre propre, c'est le système d'organisation. Et le paysage, c'est ce qu'on veut vraiment accomplir. C'est une super métaphore. La clarté mentale n'est qu'un prérequis, en fait. C'est l'étape obligatoire pour passer d'un état où l'on subit son environnement à un état de création. Et la neurologie appuie ça, non? Tout à fait. Tant que des boucles ouvertes, c'est-à-dire ces petites choses inachevées qui tournent dans notre tête, ne sont pas fermées, elles monopolisent notre attention. Le cerveau primitif, lui, il fait aucune hiérarchie. Attends, vraiment. Entre une tâche banale et un objectif de vie. Aucune hiérarchie, tant que la prochaine action n'est pas clarifiée. L'angoisse d'une ampoule non changée dans le couloir peut consommer autant de bandes passantes qu'une négociation hyper importante. C'est dingue. Et c'est justement là qu'il y a un exemple dans le texte qui m'a fait sérieusement tiquer. Lequel? L'exemple de la famille. Ouais, celui-là. On y lit qu'il faut transformer toutes ses envies en projets. L'exemple donné, c'est l'envie de passer plus de temps avec sa fille. Et on suggère de considérer ça comme un véritable projet avec une prochaine action définie. Et ça te dérange? J'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Est-ce que le fait de traiter ces relations familiales comme un projet de management sur une to-do list, ça manque pas cruellement de poésie? Ça fait un peu inventaire logistique. C'est une réaction très courante, je comprends tout à fait. Mais si on pousse le raisonnement plus loin, c'est précisément parce qu'on refuse de définir une action concrète qu'on perd cette poésie. Comment ça? Sous prétexte de spontanéité, cette envie stagne et devient de la culpabilité toxique. Tu sais, l'esprit qui tourne en boucle la nuit avec des «je devrais passer plus de temps avec elle, je suis pas assez présent». C'est vrai que la culpabilité n'a rien de très romantique. Et surtout, elle produit zéro résultat. La transformer en action concrète, comme se dire «mardi matin, je cherche les horaires d'une expo pour ce week-end», ça offre une immense liberté. Une fois que c'est noté, la culpabilité disparaît instantanément. Je vois où tu veux en venir. La poésie, elle n'est pas dans l'angoisse d'un plan vague, elle est dans le moment présent. Exactement. Si l'intendance est réglée en amont, tu es pleinement présent pendant l'expo. Sans avoir la tête parasitée. C'est libérateur. Et une fois que ce brouillard est maîtrisé, voici où cela devient vraiment intéressant. Les documents parlent de Steven Snyder. Oui, un grand nom dans le domaine de l'apprentissage accéléré. Il a une théorie qui frappe fort. Selon lui, il n'y a finalement que deux problèmes dans l'existence. Le premier, c'est quand on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment l'obtenir. Et le second? Le second, c'est quand on sait juste pas ce qu'on veut. C'est presque déstabilisant de simplicité, non? C'est très simple, mais ça cache une vérité profonde. Si on relie ça à la motivation humaine, on aborde notre énergie créative. Le texte évoque notre nature téléologique. Alors, téléologique, c'est un mot un peu lourd. Pour ceux qui nous écoutent, ça veut simplement dire qu'on fonctionne comme des têtes chercheuses, c'est ça?
C'est tout à fait ça. On s'oriente toujours vers un but. D'ailleurs, c'est illustré par la division de notre cerveau. Le fameux cerveau droit et cerveau gauche. Oui, le cerveau droit, intuitif. Il visualise ce qui n'est pas encore réel. Il crée l'image du résultat. Et le cerveau gauche, lui, il est analytique. C'est la mécanique. Il planifie les étapes concrètes pour que la réalité corresponde à cette image. Voilà. Et les deux problèmes de Snyder arrivent quand cette mécanique est déséquilibrée. Donc, si je veux écrire un roman, mais que je ne sais pas comment m'y prendre, je suis bloqué dans mon cerveau gauche. J'ai la vision, mais pas l'exécution. C'est ça. Et à l'inverse, si tu es super doué pour expédier 200 emails par jour, mais que tu n'as aucune vision globale pour ta carrière, tu tournes à vide. L'exécution sans la vision. La solution, d'après nos sources, c'est un effort radical de clarification. Il faut se poser deux questions fondamentales. Quel est le résultat souhaité pour le but et quelle est la prochaine action physique pour relier l'imagination à la réalité? Et ce pont entre imagination et action déclenche un phénomène biologique fascinant. C'est là qu'intervient la formation réticulée. Le fameux filtre d'attention. Exactement, c'est un réseau de neurones dans le tronc cérébral. Son rôle, c'est de nous éviter d'être submergés par notre environnement. Il bloque la majorité des informations et ne laisse passer que ce qui menace notre survie ou ce qui correspond à nos buts. C'est marrant, j'entends souvent l'analogie du GPS pour ça, mais je trouve l'exemple de la mer dans une pièce bruyante tellement plus parlant. Ah oui, c'est beaucoup plus organique. Elle peut être dans une pièce blindée de monde. Il y aurait un vacarme de musique, de conversation. Son cerveau bloque complètement ce bruit blanc. Mais si son propre bébé gémit à l'autre bout de la pièce, elle l'entend à la seconde. Son filtre est programmé sur la sécurité de son enfant. C'est un outil de survie puissant. Ou prends l'exemple de la voiture rouge. Ah oui, le classique. Tu décides d'acheter un modèle précis et boum, tu le vois partout dans la rue. Elle y était déjà hier, cette voiture, mais ton cerveau l'a bloquée. Dès que le but est défini, le cerveau devient un moteur de recherche ultra puissant. Mais le problème, et c'est ce qui épuise tant de monde aujourd'hui, c'est que si on nourrit ce filtre avec des intentions vagues, il bug. Complètement. Des trucs comme « je veux être plus heureux » ou « je veux que mon équipe soit performante », c'est trop vague. Le filtre hallucine, il sait pas quoi chercher. Il faut visualiser le résultat de manière presque sensorielle. À quoi ressemble cette équipe performante mardi matin à 9 heures? Qui dit quoi? C'est ce niveau clinique de définition qui crée l'énergie. Et alors, qu'est-ce que tout ça signifie quand on transpose cette philosophie à l'échelle d'une entreprise? Si une personne isolée s'épuise avec le flou, j'imagine même pas à 50 personnes. Les dégâts sont énormes. Une entreprise, c'est juste une collection de systèmes nerveux qui essaient de coordonner leur filtre d'attention. Si tout le monde navigue dans l'ambiguïté, l'organisation devient invaible. Bonjour, les réunions de 2 heures où personne sait ce qu'on est censé produire. Et les chaînes d'emails interminables où tout le monde est en copie. Pour contrer ça, les sources parlent de la planification naturelle. Oui, j'ai vu ça. C'est décomposé en 5 étapes. Collecter, clarifier, structurer, réfléchir et agir. Mais concrètement, il y a un passage qui dit que demander quel est le but exact de ce projet en réunion, c'est un signe de grande maturité. C'est la base, oui. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Dans une culture d'entreprise traditionnelle, un employé qui arrête tout pour dire « Au fait, pourquoi on fait ça ?» Il passe pour le mec insolent qui refuse de s'aligner, non? Il passera pour un insolent aux yeux d'un management qui utilise l'ambiguïté pour masquer sa propre incompétence. Aïe, c'est direct, mais c'est tellement vrai. L'ambiguïté comme bouclier. C'est super confortable. Mais dans une organisation mature, c'est la toute première étape. Avant même de brainstormer, le groupe doit se mettre d'accord. À quoi ressemblera le succès dans 6 mois? C'est seulement là que l'intelligence collective fonctionne. Donc on construit la vision, le cerveau droit, ensuite on passe au cerveau gauche, on structure et on agit. Et agir, ça veut dire attribuer une prochaine action physique à une personne précise. C'est l'antidote absolu à la phrase la plus toxique du monde pro. Bon, on avance là-dessus, on se tient au courant. Voilà, cette phrase garantit à 100% que rien ne sera fait. Parce que la responsabilité est diluée. Quand on attribue une action claire à une personne, ça change la donne. Ça supprime l'oxygène de la résistance passive. Les conflits d'ego, la paresse intellectuelle, ça survit très mal quand la seule question à la fin c'est quelle est la prochaine action et qui s'en charge d'ici vendredi. C'est vertigineux quand on regarde le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui. On part d'un bout de papier pour des billets d'expo juste pour arrêter de culpabiliser avec sa famille. Et on arrive à la survie d'une multinationale. Tout est lié par cette même exigence biologique de vérité. Définir des buts, c'est vraiment reprendre le contrôle sur le récit de sa vie au lieu d'être spectateur de ses urgences. Cela soulève une dernière question importante. Si définir des buts éteint l'anxiété de notre système nerveux,
Alors notre diagnostic sur le mal-être moderne est peut-être faux. De cet épuisement, c'est qu'on refuse de définir le pourquoi et le comment de nos obligations. La fatigue la plus destructrice ne viendrait donc pas de l'effort physique ou intellectuel. Mais de l'ambiguïté persistante. C'est une inversion totale de perspective. L'épuisement viendrait du flou, de cette navigation à vue perpétuelle, de la dissonance profonde entre ce qu'on fait mécaniquement et ce qu'on ressent devoir faire. Exactement. Alors que l'action, lorsqu'elle est chirurgicalement définie et alignée avec nos véritables intentions, donne paradoxalement de l'énergie au lieu d'en consommer. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.